Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans votre émission de lecture nocturne, Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer la lecture de L'île mystérieuse, ce grand roman écrit par Jules Verne, publié en 1875. Évidemment, on le sait tous, Jules Verne est considéré comme un pionnier en matière de science-fiction. Il est connu pour son imagination florissante et son œuvre est aussi profondément ancrée dans son époque. L'île mystérieuse, d'ailleurs, véhicule beaucoup d'idées, de valeurs qui étaient très présentes au XIXe siècle. La croyance dans l'idée du progrès, qui est portée par une science triomphante, venant à bout de tout problème. C'est vraiment un élément, une valeur qu'on retrouve beaucoup dans l'île mystérieuse de Jules Verne, et puis aussi une nature vue comme une source de matière première à exploiter et qu'il convient de civiliser au risque de redevenir sauvage. Ici, dans ce récit, l'humain a besoin de cette société pour prétendre à ce titre, une société que Cyrus Smith, l'un de nos héros, s'emploie à recréer avec l'aide de ses compagnons évidemment. Et puis voilà, au-delà de toutes ces idées et valeurs de l'époque du 19e qu'on retrouve dans ce récit de Jules Verne, c'est un excellent roman d'aventure qui nous fait rêver. Ces personnages sont forts, ils sont courageux, ambitieux, ils sont bourrés d'ingéniosité et ils relèvent tous les défis. On a déjà pu le voir dans ces premières pages. On en est au 3e chapitre de ce récit de l'île mystérieuse. Je vous propose de continuer tout de suite, de nous replonger dans notre aventure avec Jules Verne, en compagnie de nos 5... pour l'instant, nous n'avons que 4 naufragés. Et puisque ces 4 gaillards sont à la recherche de leur leader, Cyrus Smith, et de son chien, qui n'a pas réussi à arriver sain et sauf sur la côte, sur ce petit îlot. C'est parti. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas en utilisant le hashtag VBN. Voilà, vous savez tout. Allez, on est reparti. Bonne lecture, les amis. L'observation du marin était juste. Les naufragés avaient été jetés non sur un continent, pas même sur une île, mais sur un îlot, qui ne mesurait plus de 2 miles en longueur et dont la largeur était évidemment peu considérable. Je viens de reprendre à un endroit que j'avais déjà lu, donc je vais essayer de retrouver le bon passage pour vous, je m'excuse. Voilà, je pense que nous sommes ici. C'est ça. C'est ça. Le Pencroff, en fait, vient de dire que même si on n'a pas encore retrouvé Cyrus Smith, il est peut-être inconscient et qu'il va falloir qu'on reprenne les recherches demain matin. Et comme il est peut-être... voilà, exactement. Reprenons. Le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelques feux qui pourraient servir de signal à l'ingénieur. Mais on chercha vraiment du bois ou des broussailles sèches. Sable et pierre, il n'y avait pas autre chose. On comprend ce que dure être la douleur de Nab et celle de ses compagnons, qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith. Il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir. Il fallait attendre le jour où l'ingénieur avait pu se sauver seul. Et déjà, il avait trouvé refuge sur un point de la côte où il était perdu à jamais. Ce furent de longues et pénibles heures à passer. Le froid était vif. Les naufragés souffrirent cruellement. Mais ils s'en apercevaient à peine. Ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos. S'oubliant pour leur chef, voulant espérer toujours. Ils allaient et venaient sur cet îlot aride, retournant incessamment à sa pointe nord, là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe. Ils écoutaient, ils criaient, ils cherchaient à surprendre quelques appels suprêmes, et leur voix devait se transmettre au loin, car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère, et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle. Un des cris de Nab sembla même, à un certain moment, se reproduire en écho. Harbert le fit observer à Pencroff en ajoutant
Cela prouverait qu'il existe dans l'ouest une côte assez rapprochée. Le marin fit un signe affirmatif. D'ailleurs, ses yeux ne pouvaient le tromper. S'il avait si peu que ce fût distingué une terre, ce qu'est une terre était là. Mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de Nab. Et l'immensité, sur toute la partie et de l'îlot, demeura silencieuse. Cependant, le ciel se dégageait peu à peu. Vers minuit, quelques étoiles brillèrent. Et si l'ingénieur eût été là, près de ses compagnons, il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréal. En effet, la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon. Les constellations zénithales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent. Et la croix du Sud resplendissait alors, au pôle austral du monde. La nuit s'écoula. Vers 5 heures du matin, le 25 mars, les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement. L'horizon restait sombre encore. Mais avec les premières lueurs du jour, une opaque brume se leva de la mer, de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas. Le brouillard se déroulait en grosses veloutes qui se déplaçaient lourdement. C'était un contretemps. Les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux. Tandis que les regards de Nab et du reporter se projetaient sur l'océan, le marin et Harbert cherchaient la côte dans l'ouest. Mais pas un bout de terre n'était visible. « N'importe, dit Pencroff. Si je ne vois pas la côte, je la sens. Elle est là, là, aussi dure que nous ne sommes plus à Richmond. » Mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever. Ce n'était qu'une brumaille de beau temps. Un bon soleil en chauffait les couches supérieures, et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot. En effet, vers 6h30, 3/4 d'heure après le lever du soleil, la brume devenait plus transparente. Elle s'épaississait en haut, mais ne se dissipait pas en bas. Bientôt, tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage. Puis, la mer se montra, suivant un plan circulaire, infini dans l'est, mais borné dans l'ouest par une côte élevée et abrupte. Oui, la terre est là, là, le salut, provisoirement assuré du moins. Entre l'îlot et la côte, séparés par un canal large d'un demi-mile, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit. Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l'avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot. C'était Nab. Il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord. Personne n'eût pu le retenir. Pencroff le rappela, mais en vain. Le reporter se disposait à suivre Nab. Pencroff, allant alors à lui. « Vous voulez traverser ce canal ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Gédéon Spilett. « Eh bien, attendez, croyez-moi, dit le marin. Nab suffira à porter secours à son maître. Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d'être entraînés au large par le courant, qui est d'une violence extrême. Or, si je ne me trompe, c'est un courant de jusant. Voyez la marée basse sur le sable. Prenons donc patience, et à mer basse, il est possible que nous trouvions un passage guéable. « Vous avez raison, répondit le reporter. Séparons-nous le moins que nous pourrons. » Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant. Il traversait suivant une direction oblique. On voyait ses noires épaules émerger en chaque coupe. Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte. Ce demi-mile qui séparait l'îlot de la terre, il employa plus d'une demi-heure à le franchir. Et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti. Nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement. Puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roche qui se projetait en mer
à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot. Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et quand il fut hors de vue, ils reportèrent leur regard sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé. C'était un maigre repas, mais enfin, c'en était un. La côte opposée formait une vaste baie, terminée au sud par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage. Cette pointe venait se souder au littéral par un dessin assez capricieux et s'arc-boutait à de hautes roches granitiques. Vers le nord, au contraire, la baie s'évasant formait une côte plus arrondie, qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé. Entre ces deux points extrêmes, sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie, la distance pouvait être de 8 miles. À un demi-mille du rivage, l'îlot occupait une étroite bande de mer et ressemblait à un énorme cétacé dont il représentait la carcasse très agrandie. Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille. Devant l'îlot, le littoral se composait, un premier plan, d'une grève de sable semée de roches noirâtres qui, en ce moment, réapparaissaient peu à peu sous la marée descendante. Au deuxième plan, se détachait une sorte de courtine granitique, taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à hauteur de 300 pieds au moins. Elle se profilait ainsi sur une longueur de 3 miles et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru taillé de main d'homme. Sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s'égrénant en éclats prismatiques et faite de roches agglomérées et déboulies, s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale. Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre. C'était une table nette, comme celle qui domine Cape Town, au cap de Bonne-Espérance, mais avec des proportions plus réduites. Du moins, elles apparaissaient telles, vues de l'îlot. Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé. On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres, dont l'agglomération se prolongeait au-delà des limites du regard. Cette verdure réjouissait l'œil, vivement attristé par les âpres lignes du parement de granit. Enfin, tout en arrière-plan, au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest, et à une distance de 7 miles au moins, resplendissait un sommet blanc qui frappait les rayons solaires. C'était un chapeau de neige, coiffant quelques monts éloignés. On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent. Mais à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche, un géologue n'eût pas hésité à leur donner une origine volcanique, car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien. Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre sur laquelle ils allaient peut-être vivre de longues années, sur laquelle ils mourraient même, si elle ne se trouvait pas sur la route des navires. « Eh bien, demanda Harbert, que dis-tu, Pencroff ?»« Eh bien, répondit le marin, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout. Nous verrons, mais voici le jusant qui se fait sentir. Dans 3 heures, nous tenterons le passage, et une fois là, on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver Monsieur Smith. » Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions. 3 heures plus tard, à marée basse, la grande partie des sables formant le lit du canal avait découvert. Il ne restait entre l'îlot et la côte qu'un chénal étroit qu'il serait aisé sans doute de franchir. En effet, vers 10 heures, Gédéon Spilett et ses 2 compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements, les mirent empaqués sur leur tête et ils s'aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas 5 pieds. Harbert, pour qui l'eau eût été trop haute, nageait comme un poisson et il s'en tira à merveille. Tous 3 arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé. Là, le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits, qu'ils avaient préservés du contact de l'eau,
et ils tinrent conseil. Chapitre 4. Les lithodomes, la rivière à son embouchure, les cheminées, continuation des recherches, la forêt des arbres verts, la provision de combustible, on attend le reflux, du haut de la côte, le train de bois, le retour au rivage. Tout d'abord, le reporter dit au marin de l'attendre à cet endroit même où il le rejoindrait et sans perdre un instant, il remonta le littoral dans la direction qu'avait suivie, quelques heures auparavant, le nègre d'Imbe. Puis, il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d'avoir des nouvelles de l'ingénieur. Harbert avait voulu l'accompagner. « Restez, mon garçon !» lui avait dit le marin. Nous avons à préparer un campement et à voir s'il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages. Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour. À chacun sa tâche. « Je suis prêt, Pencroff, » répondit Harbert. « Bon, » reprit le marin, « cela ira. Procédons avec méthode. Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim. Il s'agit donc de trouver abri, feu et nourriture. La forêt a du bois, les nids ont des œufs. Il reste à chercher la maison. » « Eh bien, » répondit Harbert, « je chercherai une grotte dans ces roches. Je finirai bien par découvrir quelques trous dans lesquels nous pourrons nous fourrer. »« C'est cela, » répondit Pencroff. « En route, mon garçon. » Et les voilà, marchant tous deux au pied de l'énorme muraille, sur cette grève que le flot descendant avait largement découverte. Mais au lieu de remonter vers le nord, ils descendirent au sud. Pencroff avait remarqué à quelques centaines de pas au-dessous de l'endroit où ils étaient débarqués que la côte offrait une étroite coupée qui, suivant lui, devrait servir de débouché à une rivière ou à un ruisseau. Or, d'une part, il était important de s'établir dans le voisinage d'un cours d'eau potable, et de l'autre, il n'était pas impossible que le courant eût poussé Cyrus Smith de ce côté. La haute muraille, on l'a dit, se dressait à une hauteur de 300 pieds. Mais le bloc était plein partout, et même à sa base, à peine léchée par la mer, elle ne présentait pas la moindre fissure qui pût servir de demeure provisoire. C'était un mur d'aplomb, fait d'un granit très dur, et que le flot n'avait jamais rongé. Vers le sommet voltigeait tout un monde d'oiseaux aquatiques, et particulièrement diverses espèces de l'ordre des palmipèdes à bec allongé, comprimés et pointus, volatiles, très criards, peu effrayés de la présence de l'homme, qui pour la première fois sans doute, troublait ainsi leur solitude. Parmi ces palmipèdes, Pencroff reconnut plusieurs labes, sortes de goélands auxquels on donne quelquefois le nom de stercoraires, et aussi de petites mouettes voraces qui nichaient dans les anfractuosités du granit. Un coup de fusil tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux en eût abattu un grand nombre. Décidément. Un coup de fusil tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux en eût abattu un grand nombre. Mais pour tirer un coup de fusil, il faut un fusil. Et ni Pencroff ni Harbert n'en avaient. D'ailleurs, ces mouettes et ces labes sont à peine mangeables. Et leurs œufs même ont un détestable goût. Cependant, Harbert, qui s'était porté un peu plus sur la gauche, signala bientôt quelques rochers tapissés d'algues que la haute mer devait recouvrir quelques heures plus tard. Sur ces roches, au milieu des varangues glissants, pullulaient des coquillages, ben voilà, j'invente des mots maintenant. Pullulaient des coquillages à double valve qui ne pouvaient dédaigner des gens affamés. Harbert appela donc Pencroff, qui se hâta d'accourir. Voilà. Sur ces quelques bafouillements de ma part, je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture de l'île mystérieuse de Jules Verne. Je vous souhaite une belle nuit si vous devez aller vous coucher ou une très bonne journée si vous commencez votre journée. Mais je vous retrouve un petit peu plus tard si vous êtes toujours au rendez-vous dans Voyage au bout de la nuit pour la suite de l'île mystérieuse de Jules Verne. À plus tard peut-être. Salut!